Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Guimont, président fondateur de Biotonix. Sylvain, enchanté. Enchanté de te rencontrer, Suzy. Vous êtes le président fondateur de Biotonix avec son application Biotonix Santé. Exact. Ça rallie différents types de santé. On a parlé de neurosciences, psychologie, santé physique, santé émotionnelle, santé psychosociale, c'est ça? C'est tout ça, oui. C'est santé mentale, la santé physique, la santé au niveau médical, au niveau d'aider les gens, puis psychosocial, mais qui sont nos relations, parce que ça s'applique beaucoup en milieu de travail. Puis ça a commencé comment tout ça? Je veux dire, est-ce que vous avez toujours baigné là-dedans? Est-ce que dans votre famille, il y avait cet aspect-là? Non, ça a commencé ici, à Sorel, même sur la rue du Roi, au 68 rue du Roi. Là, on est au 25 maintenant. Ça a commencé par un logiciel d'analyse de la biomécanique de la posture, puis des capacités physiques des gens, qui est encore le même système, mais aujourd'hui, bien, on le fait à travers une application que les gens peuvent avoir sur leur cellulaire. On est parti d'une application qui était vraiment clinique à quelque chose maintenant qui est vraiment de l'autogestion de la santé que les gens peuvent faire eux-mêmes sur leur cellulaire. Puis ça s'appelle Biotonix Santé, c'est ça? Exactement, oui. Mais là, ça prend une certaine intelligence. On ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais je veux dire, il faut être quand même assez brillant. Est-ce que vous êtes brillant comme ça depuis votre jeune enfance? Non. Non, Suzy, moi, j'étais pas tellement bon à l'école. J'ai une famille de 8. Oui. Mes frères et ma sœur étaient très bons à l'école. Moi, j'étais pas très bon. Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré une religieuse que probablement que les gens de la région ici connaissent, sœur Rita Lanois, qui m'a fait faire un petit problème de mathématiques. Puis j'ai trouvé la réponse. Mais au lieu de me dire « t'es pas vite, mais ça m'a pris beaucoup de temps, Suzy. OK. Mais au lieu de dire « t'es pas vite, il me dit « wow, t'es créatif ». T'es créatif. C'est mieux de dire à quelqu'un « t'es créatif » que « pas vite ». Moi, je l'ai cru, puis ça a changé ma vie. Donc, les mots peuvent guérir ou les mots peuvent blesser. Et dans mon cas, ben ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi puis aller un peu plus loin dans les projets que j'avais. Comme quoi, il y a des professeurs comme ça qui sont marquants, des événements marquants de notre enfance. Mais quand vous étiez petit avec vos frères et sœurs, vous jouiez à quoi? Est-ce que... Moi, j'ai un monde où le hockey était omniprésent. Oui. On est à Sorel, hein? Fait que le hockey, c'est présent pour tout le monde. Puis le deuxième sport que je faisais l'été, c'était du baseball. Fait que je faisais hockey l'hiver, puis le hockey l'été. Puis je faisais le sport dans ce qu'on appelle l'intercité. On jouait contre d'autres villes, autant l'été avec le baseball que l'hiver avec le hockey. Donc, créatif, pas bon à l'école nécessairement, créatif dans le sport ou la main. Ouais. Puis on rêvait à quoi, d'être quoi quand on était petit? Probablement, comme tous les jeunes de mon âge, on rêvait un jour de jouer dans la Ligue nationale de hockey ou jouer au baseball au niveau professionnel, ce qui était pratiquement impossible à l'époque. Puis pour moi, c'était encore plus difficile parce que je suis vraiment petit de taille. Fait que ce rêve-là s'est estompé assez rapidement. Vous êtes estompé. Ouais. Mais quand même, vous êtes rendu jusqu'à un certain niveau. Oui, je me suis rendu jusqu'au niveau universitaire. C'était plaisant. Ça m'a permis de jouer à un bon niveau, mais pas assez pour me permettre de percer les ligues professionnelles. Donc, mon rêve de gagner la Coupe Stanley, je ne l'ai pas fait en tant que joueur, mais je l'ai fait en tant que spécialiste en psychologie et en biomécanique. Puis en plus, vous êtes allé aux États-Unis, c'est ça? J'ai rentré, j'ai fait une année de cégep ici. Ouais. Puis j'ai eu la chance d'aller étudier aux États-Unis. Donc, je suis parti aux États-Unis peut-être à l'âge de 18 ans, 19 ans. OK. Puis j'ai passé plusieurs années là-bas. Puis je suis revenu à l'Université McGill faire un cours qu'on appelle kinésiologie maintenant. Puis par la suite, j'ai fait mon cours comme ostéopathe parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de travail dans notre domaine. Oui. Fait que j'ai continué à étudier. Puis par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs ligues professionnelles. Et j'ai rencontré un docteur qui s'appelle Dr. Christina Versary, qui était docteur en psychologie. Oui. Moi, ça m'intéressait. Fait que je suis allé faire le lien entre la posture, la personnalité et les douleurs des gens. Posture, personality and pain. Oui. Donc, lorsque j'ai fait ça, Suzy, j'ai dit, au lieu de faire juste une recherche, j'ai décidé de faire jusqu'au doctorat. Donc, j'ai fait mon doctorat. Quand même, pas pire pour le petit gars qui a de la misère, qui est créatif. Oui, mais c'est ça, je me suis aperçu que
mon problème, il venait d'une dyslexie. Je suis dysorthographique, j'ai un problème d'accès lexical, puis j'ai un TDA. Fait que c'était sûr que c'était Un beau pas bagage. facile. Moi, vous avez toutes les... Fait que là, aujourd'hui, j'étais avec une neuropsychologue qui est... Je pense que je suis comme un projet pour elle. Oui, un projet. Puis l'anglais, ça allait bien? Non, pas en tout. Je savais yes, no, puis cowboy. Et quand les gens me disaient « How are you doing? » Tu sais, à l'époque, j'entendais « How are you doing? » Fait que moi, je disais « How are you doing? » Puis là, tout le monde riait. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est How are you doing? » Tu sais. Puis non, c'était vraiment... J'étais vraiment pas bon à l'école, en anglais. Puis j'étais pas très bon à l'école. Fait que c'était des obstacles majeurs pour moi pour réussir. Mais là, je suis curieuse. Là, ça compute dans ma tête là, rapidement. Fait comment vous avez fait pour étudier aux États-Unis si l'anglais était... Ben, c'est drôle parce que aux États-Unis, il y a beaucoup d'aide pour nous aider. Il y a des tutoring labs qu'on appelle. On va aller à l'endroit puis ils vont nous aider. Puis il y a beaucoup d'aide pour nous aider à performer. Fait que j'ai fait ça. J'ai pris des cours de lecture rapide. C'est probablement ça qui m'a aidé énormément. Donc, en faisant de la lecture rapide, ma dyslexie dans la lecture était moins présente. Parce qu'au lieu de lire chacune des lignes où les mots se mélangent, ceux qui sont dyslexiques savent ce que je veux dire, nos syllabes se mélangent, puis les lettres à l'occasion. Donc, en faisant de la lecture rapide, c'est comme si on faisait une photo de ce qu'on va lire. Et ça nous permet d'avoir un résumé assez précis pour être capable de comprendre ce qu'on lit, mais on ne se perd pas à avoir énormément de détails sur la lecture parce que c'est à ce moment-là que ceux qui sont dyslexiques ont de la difficulté à garder le fil de ce qu'ils ont lu parce que c'est difficile juste pour eux de lire. Donc, quand on réussit à lire de façon rapide, avec la lecture rapide, pour moi, c'était ce qui m'a vraiment sauvé. Ce que je trouve intéressant, le lien que je vois rapidement comme ça, c'est que vous aviez un défi au niveau de l'apprentissage. En travaillant sur votre propre défi de l'apprentissage, ça vous a ouvert la porte à tout ce qui est justement le social, l'anxiété dans votre apprentissage, la psychologie, trouver des... Puis aujourd'hui, le petit gars qui avait de la misère avec les tests à l'école fait des tests pour les autres. C'est quand même... Puis, fait que la vie vous a amené doucement vers ça à travers votre propre dyslexie. C'est un bon point que vous amenez, Suzy. Oui, faire des tests, pour moi, c'était anxiogène. Hein? J'avais peur parce que quand on n'est pas vraiment bon à l'école, on ne veut pas être évalué parce qu'on sait qu'on a plus de difficultés que nos collègues de classe. Mais j'ai la chance aussi que j'ai un frère, le plus vieux de la famille chez moi, il est psychologue. Il s'appelle Jean. Puis Jean me dit, moi j'ai toujours dit que j'étais moins intelligent que les autres membres de ma famille. Puis lui, il m'a dit non, il m'a fait faire un problème. En fait, il m'a fait faire un test au niveau du QI. Puis j'ai quand même bien réussi. Fait que ça m'a donné la chance de dire, OK, c'est pas mon intelligence qui est en cause, c'est vraiment des problèmes d'apprentissage, de lecture, puis la dyslexie, puis dysorthographique, mais aussi j'ai un problème d'accès lexical. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'accès lexical, c'est que des fois, je vais chercher les mots que je dois utiliser. Quand on est dans notre domaine, bien, je gagne ma vie avec les mots. J'écris des livres, je gagne ma vie avec les mots. On en a un ici, on va en parler tantôt. Je gagne ma vie avec les mots MAUX, puis je gagne ma vie avec les mots MOTS parce que je fais beaucoup de conférences. Donc, c'est drôle que c'est parti parce que moi, j'avais des blessures de sport qui m'ont emmené vers le côté de la médecine sportive. Puis, parce que j'avais des problèmes au niveau de l'écriture, bien maintenant, j'écris des livres. Donc, c'était un peu ironique. Mais à quelque part, c'est votre cheminement qui vous amenez, tout se suit. Hein? Oui, c'est ça. Je pense que quand on a des obstacles puis qu'on les traverse, c'est de l'autre côté de l'obstacle qu'on sait vraiment qui on est. Absolument. Donc, ces obstacles-là, pour moi, ont été comme des marches qu'on va gravir à faire en sorte que c'est ces obstacles-là qui ont défini qui je suis aujourd'hui. On peut dire que vous avez eu un parcours, comme beaucoup d'entrepreneurs, atypique, mais dans le temps, ça n'existait pas, l'avenue de l'entrepreneuriat. Non, c'est ça, on apprenait sur le tas. Hein? Oui. Fait que, j'ai eu la chance, par contre, de côtoyer des gens qui avaient du succès. Puis, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, mes frères étaient là au niveau comptable, tout ça. Fait que j'ai été quand même bien accompagné, même si je n'avais pas l'expérience moi-même. Bien, j'ai eu quand même des mentors qui m'ont aidé. Puis vous avez formé une équipe avec plein de monde, votre épouse, plein de monde. Les enfants sont là, les gens qui sont ici. On a quand même une équipe de presque 25 personnes. Quand même. Puis on a décidé de s'installer ici à Sorel, nous, pour que
on est dans un endroit assez incroyable qui est comme votre cœur. bureau. Ben oui, puis on est même allé chez des gens qui sont de d'autres pays, de la France, du Brésil, de plein de pays. Et on a des gens qui étaient ici, mais qui pourraient être ailleurs. Puis on les a même fait déménager à Sorel, des gens qui ont traversé Laval, Ouais. qui sont des gens qui sont au doctorat, des gens en médecine qui sont vraiment spécialisés. Fait que pour nous, c'est le fun de voir que même si on est à Sorel, on est capable d'attirer des gens qui ont énormément de potentiel Ouais. parce qu'on leur offre une qualité de vie exceptionnelle ici. Fait que 50 pays, du succès, l'application qui va bien, qui intègre l'intelligence artificielle, une belle équipe de 25 personnes et plus. Très belle vengeance hein, pour un petit garçon qui avait de la misère à l'école. Ouais, c'est un parcours plaisant. Ouais. Plaisant. Mais j'ai pas... c'est jamais fini, j'ai encore faim. Oui, je le vois. Ouais. Le dernier bébé. Oui, c'est ça. On en parle quelques minutes? Ben oui, c'est à travers ce parcours-là, je me suis retrouvé à faire des conférences beaucoup en entreprise. Fait que je suis rendu à presque 4000 conférences. Puis aujourd'hui, il y a une loi qui existe, que le gouvernement a mis en place. Ça s'appelle la loi 27. C'est pour les risques psychosociaux. Absolument. Et dans les risques psychosociaux, on parle beaucoup des victimes. Donc, les gens qui sont victimes d'harcèlement ou d'un milieu de travail qui n'est pas sain. Puis on a malheureusement trop de personnes qui sont en arrêt de travail parce que le milieu de travail est pas sain pour eux. Parce qu'il n'y a personne qui dit je suis en épuisement, on m'a donné des médicaments, 6 mois d'arrêt parce que j'étais trop heureuse au travail. Tout le monde m'aimait, Puis c'est encore tout le monde tabou, hein, m'appréciait. c'est Ben encore oui. tabou, Puis c'est encore quand on arrête, c'est parce qu'on n'a pas de plaisir et on n'est pas heureux dans notre travail. Donc, moi, je voulais faire un clin d'œil à cette loi-là maintenant, qui est aussi à l'intérieur de l'application, on évalue les risques psychosociaux. Donc, pour moi, c'est important qu'on soit capable d'évaluer pour être capable d'améliorer. Si on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer, Absolument. donc je voulais qu'il y ait des mesures. Puis cette mesure-là, on l'a fait dans l'application, qui est les risques psychosociaux. Et je voulais aussi faire un clin d'œil aux gens qui, malheureusement, sont un peu responsables qu'il y a des gens qui sont épuisés au travail. Fait que le premier, c'est la rectomyopie. Les gens qui ont le nerf optique branché dans le derrière, puis ils font suer les autres. Ça, c'est dommage. Puis ils vont vous dire, je vais faire l'avocat du diable. Puis un jour, il faut leur dire que tu n'es pas l'avocat du diable, tu es le diable en personne. Ensuite, les gens qui sont toujours des victimes. Donc, si une victime, c'est qu'il y a un coupable. Si un coupable, c'est lui qui est responsable. Donc, je ne prends jamais de responsabilité. Les égomoroïdes, ceux qui souffrent d'égomoroïdes, c'est que leur ego est énorme, puis ils sont un peu narcissiques, ils vont blesser d'autres personnes. Puis comme ça, il y a juste le syndrome d'imposteur qu'on dit souvent. Et moi, je dis que c'est le syndrome en fait, c'est vraiment le zona non pas de la zone de confort, hein, mais de la zone d'inconfort. Absolument. De sortir de sa zone de confort. Puis on n'est pas des imposteurs. Un imposteur, c'est quelqu'un qui s'est passé pour quelqu'un d'autre qui n'est pas pour prendre avantage de quelqu'un. C'est souvent, malheureusement, ça, c'est 2 femmes en 1978 qui ont fait une étude avec 150 femmes extrêmement compétentes. Puis ces femmes-là se sentaient jamais à la hauteur. Vous savez, Suzy, les gens qui sont compétents ont beaucoup de doutes, mais les incompétents ont 0 doute. Et c'est normal, parce que quand je n'ai pas la compétence pour évaluer mes compétences, je peux penser que je suis bon, mais je ne peux pas l'évaluer. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Donc, c'est plutôt des gens qui sont un peu trop perfectionnistes, puis pour qui l'erreur n'est pas possible. Mais dans la vie, on ne peut pas avoir la perfection, mais on peut viser l'excellence. Oui. La perfection amène à l'abandon, l'excellence amène à la persévérance. Donc, vous avez comme ça 10 titres. 10 titres. S'il y en avait un 11e, ce serait quoi? Je pense que le 11e, ce serait la solitude. Oui. De parler qu'on est dans un monde où on communique par moyens artificiels, technologiques, puis pourtant, je suis en technologie, et ce qu'on a le plus besoin, c'est le côté humain. Donc, s'il y en avait un que j'avais à écrire, le dernier, le 10e, c'est le cellulaire, la cellularite, donc ceux qui sont toujours pris sur leur cellulaire. Et cette maladie-là nous amène à la 11e maladie qui n'est pas dans le livre, mais qui est l'isolement. Donc, les gens, on communique avec des gens partout, mais on ne communique pas avec les gens à côté de nous. Puis, lorsqu'on était plus jeune, puis on faisait un mauvais coup dans notre quartier, ça se pouvait que ce soit le voisin qui nous reprenne. Hein? Vous vous souvenez de ça? Puis quand on rentrait à la maison, nos parents nous chicanaient par-dessus ça. Puis le lendemain, nos parents allaient voir le voisin puis disaient « Merci d'avoir repris mon fils ou ma fille. » Je ne chicanais pas l'enfant d'un voisin aujourd'hui. Vous allez recevoir une mise en demeure. Absolument. Et ça, c'est si vous connaissez le voisin. Ouais. Donc, le but, c'est... on a de la technologie maintenant, puis il faut ramener ça à ce que ce soit sur une base humaine. Donc, quand les gens ont peur de l'intelligence artificielle, oui, parce que ça dépend entre les mains de qui c'est mis. C'est mis entre les mains de gens qui sont bienveillants, ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais entre les mains de gens qui sont malveillants,
ça va faire beaucoup de dommages. Et c'est là qu'on va avoir besoin de se rassembler et de devenir de plus en plus humains, d'être plus près les uns des autres, puis de créer ces contacts-là qu'on a tellement besoin pour vivre longtemps et Absolument. heureux. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner maintenant, le don de soi et son écoute Oui, aux autres. parce que quand on donne un don de soi, on donne de son temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qui fait votre vie. Donc, on a Oui, une date de naissance, puis on a une date qu'on va mourir, mais à travers ça, la seule chose qui se passe, c'est le temps. Donc, absolument. le temps, il est le même pour vous que pour moi. On a juste 24 heures dans une journée. Comment on va la dépenser, ces 24 heures-là, comment on va en profiter pour que ça nous crée des souvenirs qui vont être mémorables pour toujours. Sylvain, l'entrevue tire à sa fin, ça va très, très, très vite. Puis on aurait pu en parler encore parce que la neuroscience, j'adore. Dernière question. Comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Comment vous aimeriez, quelle trace vous avez dit, gars, check, c'était ça mon but, c'était ça mon but d'être sur cette terre, puis c'est ça que j'ai réussi à faire. C'était quoi? J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme on se souvient de mes parents. Mes parents étaient deux personnes extrêmement aimantes que chaque fois que je vois des gens, ils me parlent de mes parents. On sent l'émotion. Ouais. J'aimerais ça qu'ils se souviennent de moi juste comme mes parents étaient. Si je réussis à faire la moitié de ce qu'eux ont fait, ma vie va être réussie. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette entrevue remplie d'émotions, de bon sens, puis beaucoup, beaucoup de sagesse dans ce livre, Mal à dit. J'espère que vous avez aimé cette capsule avec Sylvain Guimond, qui, de par sa passion pour le sport et sa dyslexie, nous a ouvert un monde formidable à travers Biotonix Santé, son application, qui réunit la psychologie, la santé physique, la santé mentale, socio-économique, et qui aide chacun à devenir une meilleure version de soi-même, plus aligné, plus en santé, plus heureux.